Merci, Monsieur le Président, chers collègues, chers étudiants. Bonjour. Alors, lui, c'est Souleymane. Son pays d'origine est le Niger. Et vous voyez en bas que son pays actuel, c'est le Niger, alors que son pays d'origine, c'est la Gambie. L'histoire de Souleymane est celle qui nous a inspiré ce sujet. Mon équipe et moi. Pourquoi? Ce qu'il a dit dans le blog qui est cité en bas nous a vraiment interpellés sur la situation des migrants au Maroc et partout dans le monde. Mes camarades, dit-il, doivent savoir que cette route est celle du sacrifice. Vous ne savez pas comment vous allez mourir, mais il est probable que cela se produira. Très brièvement, l'histoire de Souleymane est celle d'un migrant qui part de la Gambie, fuyant la précarité et d'autres problèmes que vous connaissez tous peut-être, pour aller vers l'Europe, le rêve d'Eldorado. Alors, arrivé en Libye, il échoue avec certains de ses camarades dans une embarcation de fortune, suite à laquelle il est emprisonné pendant 2 mois, nourri au lait, au pain, pendant 2 mois. Il voit rapidement son meilleur ami mourir sous ses yeux. L'Organisation internationale des migrants, à laquelle le Maroc participe activement, a réussi à le réintégrer et à l'envoyer au Niger, où il essaie de survivre tant bien que mal. L'intérêt à appréhender ces réalités migratoires complexes constitue l'une des motivations de ce projet de communication. Un certain nombre de questionnements nous ont donc interpellés, auxquels nous allons essayer de répondre dans cette communication. Premièrement, dans quel contexte alors ces associations sont-elles nées et dans quel but? Quelle politique éducative en matière d'éducation non formelle ces associations adoptent-elles pour enseigner la langue, et surtout la langue arabe belge, compte tenu des différences de catégories socio-culturelles et de langue des subsahariens? Comment l'apprentissage de la langue arabe par les subsahariens adultes, je précise adultes, se fait-il en classe? Quel type de programmes scolaires et de compétences linguistiques sont développés chez les apprenants? Quels sont enfin les enjeux de la politique d'intégration des subsahariens dans un contexte aussi plurilingue que pluriculturel? Alors, comme nous n'avons pas suffisamment de temps, je vais aller très vite sur le contexte général de la politique migratoire au Maroc. Alors, ce contexte vient après et vous les avez tous, nous les avons tous vécus, des événements des années 2000. Plusieurs tentatives de franchissement des enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla par des migrants d'Afrique noire. Et vous savez très bien ce qu'il en est arrivé après donc être échoué et capturé. Le Maroc donc est non seulement une terre d'émigration, mais aussi de transit vers l'Europe. Et ça, c'est une réalité que nous connaissons. Alors, ces événements vont continuer bien sûr en 2005, puis en 2006. Les Nations Unies vont se mobiliser pour parler de ce problème ô combien important. Plus de 140 pays vont assister à cette Assemblée générale. Mais ce n'est que dernièrement que vraiment les responsables et les décideurs vont se pencher et consacrer tout leur intérêt pour ce sujet. 2013, le Maroc reconnaît désormais la migration comme facteur et partie intégrante du développement durable. Il va désormais faire le lien entre la migration et le développement. Ça s'inscrit dans un cadre international.
Alors, 2015, l'adoption d'un nouveau cadre international de développement durable. Et l'objectif, c'est la prospérité, le bien-être pour tous. Le sommet en 2016 des Nations Unies pour les migrants et les réfugiés, parce qu'il faut faire donc la part des choses. Un réfugié, ce n'est pas un migrant, c'est pour des raisons politiques pour le premier, et migrants pour fuir la pauvreté. Mais le résultat est le même, ils sont là au Maroc. Alors, donc, tous les intervenants et tous les dirigeants mondiaux vont se mobiliser pour parler de ce sujet vraiment crucial. Alors, le Maroc. Le Maroc va donc participer activement à ce qu'on va appeler le pacte mondial pour les migrations. 2017-2018, mais rapidement, le Maroc et l'Allemagne vont vraiment présider pour la première fois le Forum international sur la migration et le développement à Marrakech. Alors, et suite à laquelle donc, ils vont adopter le pacte mondial pour la migration sûre, ordonnée et surtout régulière. Alors, par la suite, donc, nous allons avoir et assister à plusieurs assemblées qui vont discuter sur les mêmes sujets pour tenir des feuilles de route et les thématiques qui nous interpellent plus particulièrement sont celles de la santé et de l'éducation, la citoyenneté et l'identité, entre autres, comme vous le voyez sur l'écran. Alors, en 2018, à Addis Abeba, le discours royal va faire donc une sorte de loi et de droit, va donner des droits à ces subsahariens au Maroc. Et donc, il va donc faire un constat sur l'extrême pauvreté pour réduire les inégalités à l'intérieur des États et entre les États pour parvenir à l'égalité. Je ne vais pas lire tout le discours parce que c'est long. Alors, donc, l'agenda va servir à quoi? Il va servir pour la migration à instruire le processus d'élaboration du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Nous en arrivons donc à l'objet de notre étude et de notre enquête, à savoir quel rôle les associations essaient-elles de jouer pour intégrer les subsahariens dans la société marocaine. Alors, nous allons, dans un premier temps, nous savons qu'il y a, pour ce qui est des associations qui ont été créées ces dernières années, depuis donc l'introduction du Maroc dans ce pacte international mondial, il y a une relation étroite entre les associations, l'éducation non formelle, ENF, et le ministère de l'immigration. Alors, donc il y a une tentative et un désir, une volonté claire d'intégrer ces immigrés dans le programme de l'éducation non formelle, afin d'assurer, qui sont assurés bien sûr par les associations et de la société civile. Un partenariat tripartite établi entre la MDCM, vous allez trouver ça donc à la fin de ma communication, c'est quoi? Le ministère donc chargé des immigrés. Et pour la première fois, donc, on va assister à un programme qui va faire bénéficier 300 migrants, principalement dans la région de Ravassalé. Et par la suite, vous voyez les chiffres, on ne va pas s'étaler. Alors, il y a eu donc un rapport d'étape où on a un bilan programmatique qui s'intéresse, parmi tant d'autres, à l'éducation et la culture. Et donc, qu'est-ce qu'il vise? Il vise l'intégration des migrants et des réfugiés dans la société marocaine en leur faisant bénéficier des mêmes droits que les Marocains. Et ça, c'est très important. Alors, ça vise aussi à former les immigrés et les réfugiés aux langues et aux cultures marocaines, parmi donc les objectifs du rapport. Maintenant, l'enquête que nous avons menée auprès des différentes associations. Alors, les associations subsahariennes et marocaines que nous avons donc consultées sont
généralement établis à Rabat. Alors, nous avons donc l'objet de notre enquête a concerné 4 associations fondatrices travaillant sur l'élaboration d'une plateforme des associations subsahariennes. Et ces 4 associations vont donc superviser 17 associations subsahariennes. Il faut faire la part des choses. Il y a les associations purement subsahariennes et des associations marocaines, elles, qui s'intéressent justement à l'éducation et à l'intégration linguistique des subsahariens à Rabat, dans la culture marocaine. Alors, vous avez donc l'association d'appui d'immigrants mineurs non accompagnés et les autres, ce sont des associations marocaines, association Al-Kautar, association femmes professionnelles pour le développement de la coopération. Et puis, nous avons aussi été voir le réseau des femmes immigrées et épouses, la Fondation Occident-Orient, l'organisation Caritas, etc., comme vous le voyez. Alors, résultat de ce sondage. Vous voyez, sur les 48 pays des subsahariens, les associations représentent donc au Maroc, accueillent 20 origines différentes des subsahariens. Et vous avez la liste ci-dessous. Et la représentation par genre montre qu'il y a plus d'hommes que de femmes, 60-40%. Par tranche d'âge, vous voyez que la majorité de la fréquentation des gens, des subsahariens qui fréquentent ces associations pour donc avoir des cours de langue, sont à partir de 35 ans et plus. Donc, c'est des personnes adultes. Les langues les plus représentées sont le français, l'anglais et le portugais. Alors, pour les associations consultées, donc leur moyenne d'existence varie, mais la moyenne c'est 7 ans d'existence. Le nombre d'abonnés est variable entre 30 jusqu'à 3000 personnes abonnées. Les 30, le petit chiffre là est plutôt du ressort des associations marocaines. En général, toutes les associations disposent d'un manuel ou d'un support didactique, qui est bien sûr l'objet de notre enquête, pour l'enseignement de la Darija. Ce sont des textes généralement élémentaires pour migrants. Voilà le manuel qui est donc utilisé et bien sûr qui a été élaboré par l'ENF, l'éducation non formelle, par l'agence. Et c'est un manuel qui à notre sens, n'est pas adapté à l'enseignement de la Darija pour ce genre de public. Alors, ce qui nous a donc poussé à voir comment se passe l'enseignement dans l'association. Biako dit « Les langues fondent un espace de communication humaine fondamental pour le vivre ensemble démocratique. Les langues étrangères deviennent facilement des marqueurs de différence et sont donc potentiellement un matériau pour la discrimination. Ceci est important dans la mesure où, dans l'ingénierie de formation en langue pour les migrants, les principes de la formation en langue, en éducation plurilingue pour les adultes, devraient se présenter comme suit. Inviter à l'équité, à la transparence et à la qualité, puis à l'efficacité et la fonctionnalité. Comment? En créant des formations selon les situations des personnages et leurs besoins, en définissant des contenus en termes des situations de communication, parler avec un voisin, écrire un curriculum pour un emploi, et en tenant compte de la culture éducative des apprenants et adopter un enseignement par tâches simulées et réelles. Ça, c'est ce que dit la théorie. Donc là, vous avez un exemple d'un subsaharien, je pense qu'il s'agit d'un Guinéen, et vous avez donc ce qui se passe, donc ça c'est l'association Al-Kautar, et regardez, il s'agit d'un type, l'enseignante qui n'a reçu aucune formation, bien sûr, dans ce sens, a essayé d'adapter le contenu des apprentissages à ces apprenants
multiculture et multilingue aussi. Alors, vous avez donc un type d'apprentissage fonctionnel, surtout. Le vendeur et le client. Alors, dialogue, hiwar. Le client, شحال ما تشرب. خضرا. Alors, vous voyez que client, c'est en français, donc public francophone, à qui ça vise. Et donc le dialogue, donc on n'explique pas. Alors, le khadda, c'est écrit en arabe dialectal. Vous voyez que le manque de formation de l'enseignante ici se fait sentir. Hein, l'approche, l'obstacle des méthodes d'enseignement se fait sentir clairement. Alors, mais l'enseignante fait avec les moyens du bord. Alors, vous voyez donc bon, ce qu'on peut déduire de tout ça, et donc on peut aller l'entendre, donc les deux exemples que j'ai pu donc prendre comme exemple montrent à quel point donc l'enseignant fait plus appel à ses propres initiatives pour aller au-devant des besoins de ses apprenants. C'est un besoin fonctionnel parce que ça fait partie de la société marocaine. Alors, on apprend aussi un autre type de discours dans ce genre d'association. Les cours dispensés sont fonctionnels, je l'ai dit, et sont adaptés aux besoins. Alors, ici, on leur apprend « je veux travailler ». Et c'est l'une des motivations principales pour ces subsahariens qui fréquentent ce genre d'association pour venir donc prendre des cours d'Abidjan. Alors, quels sont donc les obstacles rencontrés dans l'enseignement de la langue d'Abidjan? Ce sont des obstacles liés principalement à la langue d'enseignement, des obstacles relatifs aux méthodes aussi, et surtout à la différence d'origine africaine. Et certains n'arrivent pas vraiment à assimiler la tâche que chacun doit effectuer. Donc, des obstacles ici didactiques relatifs à l'enseignement d'une langue étrangère pour ces subsahariens constituent un véritable obstacle à l'apprentissage et à l'intégration linguistique de ces apprenants. Alors, il y a aussi des obstacles externes à l'association, qui sont ceux du manque de motivation. C'est une motivation qui est d'ordre personnel. Le subsaharien dit « je suis de passage », je suis en situation irrégulière, et puis surtout je souffre de racisme. Je suis au Maroc, je souffre de... Ce sont des réponses qui interpellent la société civile marocaine. Et donc, il trouve qu'il n'a aucune raison pour venir apprendre la darija. Alors, et surtout, encore pour la deuxième cause, elle est d'ordre matériel, c'est la grande précarité que vivent ces subsahariens au Maroc. En 2018, nous avons assisté à Rabat à un ensemble de subsahariens pas loin de notre établissement qui avaient élu domicile en pleine rue et qui ont été donc déplacés de force de cet abri. Alors, donc cette instabilité financière n'encourage pas, ne motive pas du tout les subsahariens à venir s'intégrer dans la société par l'apprentissage de la langue dialectale. Et pour ce genre de public, le Maroc est plus un pays de transit qu'un pays d'asile ou d'installation définitive. Alors, finalement, les associations participent-elles à développer une dimension interculturelle? Alors, le trio interculturalité, vulnérabilité et intégration est un trio gagnant. Cette intégration des migrants passe par l'apprentissage de la langue et par l'interculturalité normalement. Mais les conditions de vulnérabilité de la plupart des migrants demeurent un obstacle pour leur intégration. Les associations ont la volonté
d'aider et d'accompagner les migrants, mais c'est une entreprise difficile à long terme, pour des financements, pour des raisons d'argent. Certaines associations utiliseraient même cette vulnérabilité à des fins de trafic humain. Et dans ce cas, j'invite donc, et c'est pour nous, notre équipe et moi, une occasion de formuler une autre interrogation et un autre souci sur la vigilance, sur la gouvernance, et aussi sur l'audit qui s'impose sur la gestion de ce genre d'associations installées et qui normalement sont censées aider cette population vulnérable au Maroc. Donc, on ne peut pas donc, outre la vulnérabilité, il y a des obstacles à l'intégration du subsaharien seraient dus aux stéréotypes, aux préjugés, à la discrimination. Et par conséquent, ça crée des migrants complètement méfiants de la société marocaine et qui ne leur assurent pas, qui ne leur assurerait pas donc la sécurité nécessaire pour s'intégrer en bonne et due forme. Alors, certes, la plupart des apprentissages sont basés sur une motivation intrinsèque, comme le dirait Anne, mais certes, ces théories de l'autodétermination, comme le prône Tifoli, invitent à l'autonomie, à la relation à l'autre, au sentiment de compétence qu'on devrait donc avoir et développer, mais il est du devoir de la société civile de changer ses attitudes dans le respect des valeurs universelles de tolérance et de respect, sans lesquelles on ne pourrait parler d'intégration socio-culturelle de ce genre de public. Alors, on ne peut finir sans une petite quand même note positive de la part de cette enseignante. C'est une vidéo normalement. Comment la faire marcher? Ah, d'accord. Bon, elle est sur mon PC, me dit-il, mais c'est pas grave, je vais vous donner juste le contenu. Alors, ce sont des subsahariens, vous les voyez, et ça a été filmé hier soir, dans l'après-midi, lors d'un cours, et il s'agissait de théâtralité, puisque monsieur vient d'en parler, et donc après une pièce de théâtre en darija, en arabe dialectal, ils ont chanté une chanson On ne peut plus marocaine et qui parle du Sahara marocain et que vous connaissez tous. Oui. Et donc c'était en arabe dialectal avec leur accent qui est fort adorable et qui a donc eu le mérite de nous prouver qu'il s'agit effectivement d'une tentative de ces associations d'intégrer ces subsahariens dans la société marocaine. Alors, avant de terminer, merci, je tiens à remercier tout particulièrement toutes les associations ayant accepté d'éclairer cette étude. Et un grand merci à Franck, président de l'Organisation démocratique du travail. Merci au docteur Armand de Pétonne, président du réseau des femmes immigrées et épouses. Et merci surtout aux associations marocaines qui, malgré leur peu de moyens et de budget, œuvrent pour l'intégration de ce genre de population vulnérable au Maroc. Et merci à vous.